Qu'un fou soit fou n'est pas contestable. Il délire, il hallucine, n'est pas fou qui veut, dit Lacan. Mais ce phénomène de croyance délirante ramène le fou à sa condition humaine d'être parlant et montre justement que le phénomène de la folie n'est pas séparable du problème de la signification en général, c'est-à-dire du langage pour l'homme. Le langage est ce qui rend, sinon l'homme fou, du moins ce qui le happe à s'aliéner dans des identifications, des signifiants qu'il représente, comme le disent les psychanalystes, et auxquels il se fie, et auxquels il croit. Il croit être ce qu'il est. Mais parfois, non seulement il croit être ce qu'il est, mais il se prend pour ce qu'il est, et il devient ce qu'il croit être. Car fait observer sagement Jacques Lacan, se référant au roi Louis II de Bavière, si un homme qui se prend pour un roi est un fou, un roi qui se prend pour un roi ne l'est pas moins. Ainsi, l'homme a toujours affaire avec la folie, car le risque d'y sombrer, d'y glisser, je le cite, se mesure à l'attrait même des identifications où l'homme engage à la fois sa vérité et son être. Il est des sujets qui s'y engagent totalement, complètement. Prenons le temps d'ouvrir une parenthèse pour donner un exemple où un sujet contemporain engage de cette façon sa vérité et son être. Exemple d'engagement total dans des signifiants de notre époque que j'emprunte à un psychanalyste espagnol, Miguel Bassols. Cette femme est internée dans un hôpital psychiatrique après avoir été chassée de son lieu de travail et de sa profession dans l'entreprise qui l'emploie, une entreprise japonaise. Elle n'a pas été licenciée, elle a été déplacée pour des raisons propres à l'entreprise. Mais ce déplacement a été suffisant pour lui faire entendre que le gouvernement et les leaders de l'entreprise se sont coalisés pour la faire changer de métier et de sens de sa vie. S'ouvre alors pour elle un espace de certitude. Sa mission consistera dès lors à rechercher la structure ADN de l'entreprise pour découvrir le maître obscur qui y est caché. La logique imparable mise en œuvre dans ce bout de cure que rapporte Miguel Bassols est que non seulement le nom de l'entreprise incluait les lettres A, D, N, mais que d'autre part, ce message devenait fondamental parce que les lettres ADN sont les lettres constitutives de Adán, Adam en espagnol, le premier père de l'humanité. Si elle est internée, ce n'est pas qu'elle souffre ou qu'elle fait souffrir son entourage. Non, c'est parce que son entourage est bouleversé par l'étrangeté de ce délire dont elle ne se déprend pas, malgré les médicaments et les neuroleptiques qu'elle prend. Alors, bien sûr, on pourrait faire comme ce professeur de psychiatrie dont se moque Lacan dans ce propos sur la causalité psychique et dire à cette femme « Qu'est-ce que vous nous racontez là, hein, mon ami ? Ça, ce n'est pas vrai, tout ça, voyons, hein ?» Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Ce qui est sûr, nous dit Lacan, c'est que le vrai est dans le coup. Nœud de la liberté avec la vérité du sujet. Que retenir ? Retenons déjà que cette femme pense. Car, nous dit Lacan, il ne faut pas oublier que la folie est un phénomène de la pensée. C'est donc nécessairement autant par un retour à Descartes que par un retour à Freud que Lacan va aiguiser son argument. Descartes rencontre ce phénomène de la folie, il en témoigne dans la première méditation. Il y a des choses qui nous trompent et nous illusionnent certainement, mais il y a également des choses dont on ne peut raisonnablement douter. Comment douter que je suis là, dit-il, en robe de chambre, assis près du feu, un papier à la main, en train d'écrire. Lacan le cite. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps soient à moi, si ce n'est que peut-être je me compare à certains insensés de qui le cerveau est troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, vous voyez le rapport du corps et de l'esprit, qu'ils assurent constamment qu'ils sont des rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre lorsqu'ils sont tout nus, ou qu'ils s'imaginent être des cruches ou avoir un corps de verre. Mais quoi ? Ce sont des fous, et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leur exemple. Et Lacan signale là qu'il passe sur ce phénomène alors qu'il aurait pu, non sans fruit pour sa recherche, s'y arrêter.
il ne passe pas vraiment aussi nettement que Lacan le dit, puisqu'il considère dans le paragraphe suivant qu'il peut lui arriver à lui aussi de se représenter ces choses irreprésentables et invraisemblables que les insensés en dormant, dans un rêve où, je cite, « ce qui arrive n'est pas si clair ni aussi distinct que ceci ». Mais même si je me rends presque capable de me persuader que je suis tel que je suis lorsque je dors quand je m'éveille, je dois me rendre à l'évidence que conscient, ces illusions qui me sont apparues sont comme les tableaux d'un peintre, pourraient être des trompe-l'œil, par hasard, et ces images pourraient être, si j'ose dire, moi, des trompes-pensées. Pour élucider ce propos sur la causalité psychique, permettez-moi, pour un instant, de m'appuyer sur une conférence qu'il a donnée à Strasbourg en 1967, postérieure donc à ce propos. Jusqu'à Freud, dit Lacan, le travail des philosophes, orienté donc par Descartes, donnait à penser que la pensée était un acte transparent à lui-même. La pensée est une pensée qui se sait penser, qui se saisit comme pensée, et qui, se saisissant comme pensée, saisit en même temps ce qui est illusion de la pensée, erreur, artefact, image, etc. Freud, poursuivant là où Descartes s'est arrêté, découvre qu'il y a un lieu, un temps, où la pensée ne se saisit pas comme pensée, où ça pense là où l'on pensait que ça ne pensait pas. Plus encore, que ça pense même là où on ne veut pas se saisir comme pensée. Le rêve, l'acte gratuit, l'oubli, le déni, le vice. Ce lieu, ce temps, institue pour le sujet pensant une autre scène que Freud a nommée l'inconscient. L'inconscient n'est pas une maladie de la pensée. Alors, nous dit Lacan, qu'est-ce que c'est ? Qu'en est-il des malades de la pensée ? Conception classique, malade de la pensée, comme on pourrait dire malade du chapeau. Ces gens qui psychotent, comme on dirait aujourd'hui, avec le geste désignant que ça se passe bien à un étage supérieur, du côté de la tête, là-haut, au niveau du poste de commandement. Ça, c'est la conception classique du malade de la pensée, une conception sur laquelle Henriet, l'humaniste, s'appuie. Mais l'expression malade de la pensée ne peut-elle pas avoir une autre acceptation, propose Lacan, un autre registre ? Ne pourrait-on pas dire de ces animaux malades de la pensée comme on dirait des animaux malades de la peste, suggère-t-il. Non pas que la pensée soit en soi une maladie, mais que penser peut rendre malade. Comme si, au niveau de cette pensée qui circule, de cette pensée de tout le monde, de cette pensée que nous partageons, de cette pensée dont on pourrait dire, dit-il, en changeant de formule, pensons-nous les uns les autres, une pensée venait prendre toute la place, envahissait le sujet dans son être même. La pensée n'est ni claire, ni transparente, et ne peut être définie comme une instance supérieure, se sachant, la pensée. L'être parlant pense, normal ou fou, il pense même lorsqu'il ne se pense pas penser. C'est une évidence impossible à saisir et à rendre saisissable, sauf à considérer que cette pensée baigne dans un matériel constitué par, je cite Lacan, le langage dans tout son mystère.